À votre avis, quel est le rapport entre des cartels de drogue mexicains, le trafic d'armes et Roblox? Non, vous voyez pas? À première vue, ces mondes semblent aussi éloignés que moi de ma douche. D'un côté, vous avez des réseaux criminels des plus dangereux au monde, t'as le cartel de Cali. De l'autre, vous avez un petit jeu coloré innocent où les enfants construisent des mondes virtuels et échangent des petits avatars tout mignons. Mais la réalité est bien plus sombre que ça. Dans l'ombre des marketplaces de ce jeu se cachent des pratiques qui dépassent votre imagination. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers que vous ne verrez plus jamais de la même manière. Entre blanchiment d'argent, objets virtuels au prix exorbitant, transactions qui échappent à tout contrôle et gold farming en Chine, Roblox et bien d'autres jeux sont devenus des terrains de jeu idéaux pour des activités que vous ne soupçonnez même pas. Alors accrochez-vous car on part explorer comment le gaming a été détourné pour des pratiques aussi illégales que lucratives. Commençons par un rappel des bases avant de plonger dans le grand bain. Le blanchiment d'argent, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire passer de l'argent obtenu illégalement pour de l'argent obtenu légalement dans le but de l'utiliser en pouvant justifier sa provenance. Je te donne un exemple concret. Imagine, que tu voles des informations bancaires sur le darknet. Là, tu as deux solutions simples entre guillemets pour le blanchir. Soit tu achètes des objets en ligne directement avec cet argent, par exemple sur Amazon, puis tu revends ces objets à des honnêtes gens, par exemple sur Le Bon Coin, tu te retrouves donc à pouvoir justifier de la provenance des fonds. Ou alors, tu peux ouvrir un compte bancaire fictif, commander une carte bleue que tu fais livrer dans une maison à louer sur Le Bon Coin, dont tu as repéré l'adresse, t'achètes une clé universelle que les facteurs utilisent pour la récupérer dans la boîte aux lettres, et quand tu l'as, tu retires l'argent en cash depuis le nouveau compte bancaire fraîchement créé. L'avantage de l'argent en cash, c'est que quand c'est de petites sommes, c'est très dur à tracer. Mais comment on fait si on a des millions à blanchir? Entre mules, montage financier obscur, magasins, immobilier, contrebande d'art et j'en passe, tous les moyens sont bons pour blanchir son argent. Et parmi tous ces moyens, il y a un nouveau venu, les jeux vidéo. Mais attends, comment c'est possible que les jeux vidéo soient devenus le terrain de jeu de blanchiment d'argent pour des organisations criminelles? Pour commencer, ils n'ont pas choisi leur cible au hasard. L'industrie du jeu vidéo est très peu régulée à ce niveau-là. Jean-Laurent Richet, les jeux vidéo, voilà, on sait que c'est une industrie culturelle, mais c'est aussi un terrain de jeu prodigieux pour la criminalité. Et donc ces marchés gris, ils intéressent aussi la criminalité. Puisque, en fait, là, on est dans un contexte où c'est complètement dérégulé. Il n'y a pas de lutte contre le blanchiment d'argent, il n'y a pas d'AML, CFT, il n'y a pas de Know Your Customer Policy dans ces milieux-là. Contrairement aux banques et aux autres institutions financières, elle n'est pas soumise aux mêmes lois contre le blanchiment d'argent qu'on appelle LBC, et ça laisse un vide juridique que les criminels peuvent exploiter. Ensuite, il y a très peu de contrôle sur les identités. Dans les jeux vidéo, vous connaissez, vous pouvez facilement créer des comptes anonymes sans vérification stricte de l'identité. Et ça, évidemment, ça permet aux criminels de dissimuler leurs activités derrière des avatars virtuels. Faut prendre aussi en compte la taille du marché. Et oui, parce que plus les volumes de transactions sont gros, plus c'est facile de dissimuler des opérations frauduleuses, et quand on sait que le marché du jeu vidéo atteindra sans doute 298 milliards de dollars d'ici 2027, ça en fait une cible de choix pour les criminels. Mais ce qui fait l'atout principal des jeux vidéo, ce sont leurs marketplaces et surtout leur monnaie virtuelle. C'est bien beau de connaître tout ça, mais maintenant on veut savoir comment ça marche concrètement le blanchiment sur les jeux vidéo. Les monnaies virtuelles sont le nerf de la guerre parce qu'elles sont presque intraçables. Les criminels vont donc utiliser ces monnaies virtuelles comme les V-Bucks, les Robux pour faire passer de l'argent illégal dans le système. Ils achètent des objets ou de la monnaie in-game avec des fonds obtenus de manière illégale. Mais comment est-ce qu'ils font pour introduire de l'argent sale dans le système? L'un des moyens les plus courants pour insérer ce type d'argent dans un jeu est d'utiliser des informations de cartes de crédit volées. Les criminels achètent des V-Bucks, des Robux ou toute autre monnaie virtuelle avec des cartes. Comme ces transactions se fondent parmi les millions d'autres transactions légitimes, elles sont souvent très difficiles à détecter. Une autre méthode consiste à acheter des cartes cadeaux comme Amazon, Steam, PlayStation, etc. avec l'argent sale, souvent dans des magasins physiques ou sur le darknet. Ces cartes sont ensuite utilisées pour acheter des objets ou des monnaies virtuelles dans les jeux vidéo. Les criminels utilisent parfois aussi des mules, ce sont des personnes qui reçoivent de l'argent sale sur leur propre compte bancaire ou leur PayPal, puis achètent des monnaies virtuelles pour eux. Une fois que les monnaies in-game sont achetées, celles-ci elles sont transférées entre plusieurs comptes dans le jeu pour brouiller les pistes. Et la clé de la réussite du blanchiment d'argent, c'est de fragmenter l'argent. Au lieu de déplacer de grosses sommes d'un coup, ce qui pourrait attirer l'attention, les blanchisseurs d'argent préfèrent effectuer de nombreuses petites transactions, souvent via plusieurs comptes différents. Une fois que l'argent sale est sur le compte des jeux vidéo des criminels, voilà comment est-ce qu'ils font. En premier, comme je vous l'ai dit, ils achètent des monnaies virtuelles comme les V-Bucks ou les Robux. Grâce à ça, ils vont pouvoir acheter des skins ou des objets très rares en jeu qui valent souvent beaucoup d'argent. Une fois les objets ou monnaies in-game acquis, ils sont transférés entre plein de petits comptes. Et chaque transfert brouille un peu plus la piste, et ça rend très difficile pour les autorités ou les développeurs de suivre l'origine des fonds.
Une fois que les objets virtuels ou les monnaies ont suffisamment circulé, ils sont revendus sur des plateformes externes comme G2A, eBay ou encore d'autres marketplaces de jeux. À ce stade, l'argent récupéré semble légitime puisqu'il provient de la revente d'objets ou de monnaies virtuelles apparemment acquises honnêtement. Les criminels récupèrent ensuite cet argent via des comptes PayPal ou d'autres moyens de paiement. Cet argent semble donc propre parce qu'il résulte d'une série de transactions légitimes dans les jeux passant par des plateformes et des comptes difficiles à surveiller. Et ça complique énormément la tâche pour remonter jusqu'à l'origine illégale des fonds. Le processus semble fluide, efficace, mais la vraie question c'est comment ce schéma fonctionne-t-il dans la réalité ? Regardons maintenant avec quelques exemples concrets qui illustrent comment ces criminels ont exploité des techniques dans l'univers du jeu vidéo pour blanchir des millions et même des dizaines de millions. Les cas qu'on va voir montrent à quel point l'industrie des jeux vidéo peut être détournée à des fins malhonnêtes en utilisant ces stratégies très limites que je viens de détailler, mais on va en voir de nouvelles. Steam a un problème avec le blanchiment d'argent et même s'ils font de gros efforts pour régler la situation, on va pas se mentir, c'est loin d'être parfait. Alors attention, cette vidéo c'est pas pour incriminer Steam, au contraire ils font ce qu'ils peuvent. Pour certains, même pour la plupart des gens, Steam c'est juste une plateforme pour acheter des jeux vidéo. Mais pour d'autres, c'est un véritable moyen de blanchir de l'argent sale et pas qu'un peu. Pour comprendre comment on blanchit de l'argent sur Steam, faut déjà comprendre comment ça marche le blanchiment d'argent en général, c'est ce qu'on a vu juste avant. On va utiliser la méthode qu'on appelle le carding, c'est la première méthode où on vole des informations bancaires. Une fois que tu as ces informations bancaires, tu vas acheter des cartes cadeaux prépayées et avec ces cartes, tu vas pouvoir acheter des objets ou de la monnaie virtuelle en jeu. Jusque là, ça a l'air facile. Ensuite, tu l'as compris, ces objets ou ces monnaies achetées avec de l'argent sale vont être revendus à un prix un peu moins élevé. Et là, c'est parfait, l'argent que tu récupères, il est propre. Tu peux l'utiliser comme tu veux, c'est de l'argent qui passe inaperçu aux yeux des banques et des autorités. Cette technique, elle fonctionne super bien et elle va sûrement devenir de plus en plus courante, surtout avec la quantité de données bancaires qui circulent sur le dark web. Pour ceux qui savent chercher, les informations bancaires volées sont vraiment pas compliquées à trouver et grâce aux plateformes comme Steam, maintenant on peut blanchir l'argent sans trop de problèmes. Mais pourquoi Steam ? Parce que Steam, c'est une plateforme où l'argent circule à très grande vitesse. Quand je dis très grande vitesse, je parle de millions d'objets virtuels achetés chaque jour, échangés et revendus. Bref, c'est un terrain de jeu parfait pour les cybercriminels. Un exemple concret sur Steam, ça serait évidemment comme toujours notre bon vieux CSGO. Vous le savez sans doute, pas besoin de vous rappeler, mais sur CS, il y a plein de skins d'armes qui peuvent valoir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et c'est là que ça devient intéressant pour les criminels. Ils utilisent des cartes de crédit volées pour acheter des skins en masse, puis ils les revendent sur des marketplaces tierces à prix cassé. L'argent qu'ils récupèrent, c'est de l'argent propre qui passe crème aux yeux des institutions financières. Et attendez, c'est pas juste CS, il y a aussi Dota 2, Team Fortress 2, tous ces jeux avec des systèmes de loot et de marketplace internes sont concernés. Steam a dû littéralement désactiver la possibilité d'échanger les clés CS entre les joueurs parce que ça partait complètement en vrille. Selon Valve, presque toutes les clés échangées sur le marché étaient liées à des activités frauduleuses. Des bots russophones blanchissent 80 000 $ en achetant des clés pour débloquer des items en jeu, les revendant, achetant à des joueurs au-dessus de la valeur, revendant à d'autres joueurs en dessous de la valeur pour faire un cash-out vite fait bien fait de 80 000 $ par-ci par-là. Ça vous donne une idée de l'ampleur du problème. Mais sauf que ça s'arrête pas là. Certains criminels sont trop malins. Ils se contentent pas de revendre des skins ou des clés. Non, eux carrément, ils se sont mis à créer des jeux bidons juste pour blanchir de l'argent. Et oui, vous avez bien entendu. Sur Steam, en gros, il suffit de créer un jeu pour le mettre en vente. Alors imagine, tu crées un truc vite fait, mal codé, mais tu le vends super cher. Et là, t'as des complices pour venir acheter ces jeux avec de l'argent volé, et hop, l'argent est blanchi. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Strike Mall. C'est littéralement un pack d'Assets Unity revendu à 200 $. 200 $ pour un truc qui devrait en coûter 1 ou 2. Et ce genre de jeu existe uniquement pour blanchir de l'argent. Et c'est pas un cas isolé, il y a eu Code Jumpfly, un autre jeu complètement absurde qui a été passé dans le top 5 des meilleures ventes de Steam. Le jeu était vendu à 80 $, mais sauf qu'il y avait rien dedans, aucune promo, aucun marketing. Un autre exemple absurde, ça serait le jeu Fast Race Game. En gros, c'était une vieille démo de course à peine terminée, sans contenu et qui coûtait 700 $. T'as bien entendu, ça coûtait 700 $ pour une démo ridicule. Est-ce que vous commencez à comprendre le schéma de ces mecs ? Ces jeux sont créés uniquement pour faciliter les transactions bizarres. Heureusement, Steam a fini par détecter tout ça et ils ont banni ces jeux, disons, un peu louches quoi. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Comment est-ce que Steam peut laisser passer ça ? Et ben c'est là tout le problème. Parce que Steam, malgré tous les efforts pour surveiller sa plateforme, ils sont envahis par les cybercriminels. Parce qu'en fait, il suffit de créer un jeu bidon, de le vendre à un prix exorbitant et d'attendre que les smurfs, les intermédiaires sous-payés, viennent l'acheter avec de l'argent sale. Le résultat, c'est que les cybercriminels savent parfaitement comment utiliser
l'économie des jeux vidéo pour faire circuler de l'argent illégal. Et évidemment, ce problème-là, il n'est pas juste sur Steam. C'est une pratique ultra étendue sur vos jeux préférés comme WoW, Fortnite et bien d'autres. En fait, les économies virtuelles de ces jeux où on peut acheter, vendre et échanger des objets ou des monnaies deviennent des passerelles parfaites pour blanchir de l'argent. Et si vous croyez que ce genre de pratique c'est réservé à des petits jeux obscurs sur Steam, laissez-moi vous parler d'une affaire en Corée du Sud en 2016 qui a choqué tout le monde. C'était en 2016, un Sud-Coréen qui blanchit 62 millions de dollars à travers des jeux vidéo. Pas des petits montants. Ouais, c'est pas des petits montants en fait. Comment ça fonctionne? En vrai, c'est presque pareil, mais sauf que eux, ils ont industrialisé le truc. Une partie du stratagème impliquait des réseaux de gold farming. Voilà, comme en Chine où on a les fameux farmers chinois, des entreprises spécialisées dans la collecte d'objets en jeu et leur revente online. Donc en fait, c'est des personnes qui de 9h à 18h ou 17h vont faire la même action répétitive, aller récupérer une fleur, aller récupérer une fleur, aller récupérer une fleur jusqu'à en avoir 300 et les revendre en fait par pack de 3000 aux joueurs pour quelques dollars. En gros, ces mecs-là, ils ont recruté des joueurs très mal payés pour accumuler de la monnaie virtuelle qui a ensuite été échangée contre du cash réel. Ils envoyaient cet argent à l'étranger, donc principalement en Chine, où il était converti en monnaie locale et reversé sur les comptes des criminels, bouclant ainsi le cycle du blanchiment d'argent. Les autorités coréennes ont mis énormément de temps à démanteler ce réseau, mais cette affaire a bien montré à quel point les jeux vidéo peuvent être utilisés à grande échelle pour blanchir des sommes énormes. Et tous ces stratagèmes, comme je vous le disais, ils se déroulent aussi sur vos jeux préférés. En 2019, une enquête menée par la société de cybersécurité Sigil a révélé que les criminels exploitaient évidemment les V-Bucks sur Fortnite pour blanchir de l'argent, et oui. Et là, le stratagème, il est super simple, ils achètent des V-Bucks avec des cartes bancaires volées, puis ils revendent ces V-Bucks à des prix fortement réduits sur des plateformes comme eBay ou le Dark Web. Ces ventes massives et rapides permettent évidemment de convertir l'argent illégal en argent propre tout en profitant de l'énorme volume de transactions quotidiennes sur Fortnite, rendant le processus indétectable. WoW, c'est aussi un autre exemple emblématique du blanchiment d'argent, notamment par le biais de gold farming, comme en Corée. Et enfin, dans Second Life, les joueurs utilisent des Liden dollars pour acheter des biens virtuels comme des terrains ou des objets. Et sur ce jeu, les monnaies virtuelles peuvent être converties en argent réel via des plateformes officielles. Et donc ça, forcément, ça attire l'attention des criminels. En 2013, il y a des enquêtes qui ont révélé que des millions de dollars étaient blanchis à travers cette plateforme. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? D'un côté, ces pratiques montrent l'incroyable dynamisme des économies virtuelles et l'absence totale de régulation efficace dans le domaine. D'un autre, elles mettent en lumière la nécessité urgente de renforcer la surveillance et d'implanter des régulations plus strictes sur les transactions numériques comme sur Steam. Parce que certes, malgré le fait qu'ils prennent des mesures, ça reste largement insuffisant. Et le plus inquiétant, c'est que ce problème va faire que croître. Avec la montée en puissance des cryptos et des métavers, le blanchiment d'argent dans les mondes virtuels risque de devenir encore plus difficile à traquer. Et enfin, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel point l'industrie du jeu vidéo est-elle prête à faire face à ce problème? Eux, ils ont d'autres chats à fouetter, ils doivent produire des jeux vidéo. Parce qu'au final, même si ça reste un des secteurs des plus innovants, c'est aussi en train de devenir un lieu où le crime peut prospérer en toute discrétion.